j'ai changé la disposition de mon bureau. J'aime bien comme ça. C'est plutôt pas mal. En fait, ce que j'aime bien, c'est que quand je suis... Hop. Quand je suis à mon bureau comme ça, grâce au miroir, je peux voir... Bon, là, il y a de la buée, mais je peux voir à travers la fenêtre. Et ça n'a pas pris. Ça n'a pas de prix. 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est aussi un jour un peu spécial pour une autre raison, c'est l'anniversaire de YouTube. La plateforme est maintenant au beau milieu de son adolescence. YouTube a 15 ans. C'est quoi ta relation avec YouTube ? Tu l'aimes un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ? Tu es au début de ta relation, c'est compliqué ? Moi, mon idylle est récente mais enflammée. D'une plateforme que je consultais occasionnellement, c'est devenu une plateforme que j'utilise quotidiennement. Je regarde des vidéos pour me changer les idées, me former, m'informer, faire du yoga, et je poste à mon tour mes créations sur la plateforme. Pour certains, YouTube est un nouveau vecteur pour créer des liens et partager de l'information. Pour d'autres, ce serait une menace pour notre culture et l'éducation des esprits. C'est un patchwork de folie, ça. Je sais pas trop comment je vais le prendre. Comme toute innovation qui se respecte, YouTube a sa belle histoire qu'on peut voir sous des prismes différents. Le jour de la Saint-Valentin en 2005, le nom de domaine youtube.com a été enregistré par 3 anciens collègues de PayPal. Ils y ont mis en ligne un réseau social de partage de vidéos et boum, l'année suivante, leur start-up s'est faite racheter par Google. Quand on regarde la première vidéo postée en avril 2005 par l'un des fondateurs, elle semble archaïque, sortie du fond des âges. Les débuts difficiles de l'image dans l'histoire d'Internet ne doivent pas nous leurrer. Ça remonte à pas si loin que ça. La plateforme se cherche encore et doit mûrir sur certains sujets. Mais en un temps très court, elle s'est affirmée de manière écrasante dans le paysage culturel mondial. Alors tandis que tu prends place sur ton canapé ou je ne sais où pour lancer cette vidéo, que tu me vois sur YouTube, que j'essaie de te parler sans te voir, je voulais faire une vidéo, une méta-vidéo sur YouTube, à propos de YouTube. Et poser la question, qu'est-ce qui fait la spécificité de ce médium qui fait la jonction entre toi et moi ? Quel est son impact sur nos vies ? 48% des Français penseraient que la télévision n'aurait plus d'avenir. Un Français sur 2 regarderait YouTube tous les jours. C'est le 2e site internet le plus visité au monde. Vincent Manilev, qui a écrit un livre sur YouTube, dit « Les youtubeurs sont bel et bien devenus des médias à part entière. Et il est temps qu'on apprenne à les décrypter comme tels. » En fait, ça pourrait être ça, mon fil parallèle, je pense. Ok, je suis dans la phase un peu dure là. Je suis bloquée, j'ai plein d'éléments, il faut que je les assemble tous et... Il faut que je prenne un peu large et que j'essaie de voir comment assembler tout ça. C'est un peu comme des Lego, c'est un peu comme un jeu de Lego. Et là j'ai toutes mes petites pièces, j'essaie de mettre ensemble des bouts, mais j'ai pas encore la forme finale. Peut-être que je vais avoir le déclic aujourd'hui, peut-être pas. Mais le plus dur, c'est d'arriver dans ce moment où j'ai le déclic. Là, je suis bloquée. Je suis vraiment bloquée. J'ai beau essayer de forcer le passage. J'y arrive pas. Qu'on dise que ce soit une révolution ou pas, Internet a changé les règles du jeu en termes de production culturelle. Et YouTube amplifie ces changements dans l'audiovisuel. Alors qu'avant, pour être lu, vu, entendu, il fallait que tu passes par une sorte de garde-barrière, quelqu'un qui te choisisse, qui te recrute, ou que tu aies les bons laissez-passer via ton réseau. Maintenant, tu peux directement auprès des gens qui te regardent proposer ton contenu et essayer, en tout cas essayer de te construire une communauté, une audience. Certains créateurs s'inquiètent parfois du contenu qui est proposé sur la plateforme sur laquelle ils créent, et ça je trouve ça intéressant parce que à la télévision, j'ai jamais vu, à part si ce n'est sur Arrêt sur Image, j'ai jamais vu aucun présentateur ni journaliste s'inquiéter de la qualité du contenu de la télé en fait. Il m'arrive un truc depuis quelques temps sur YouTube, c'est que genre je scrolle la homepage, les tendances, même mes abonnements, et rien me fait envie. Alors je sais pas si c'est le titre de la vidéo, sa miniature ou quoi, mais à chaque fois que je me retrouve devant, je suis genre ouais. Vu que les émissions de YouTube sur les très grosses chaînes sont produites exactement de la même manière qu'à la télé,
Bien, forcément, ça ressemble à une émission de télé. Le format ressemble à une émission de télé aussi derrière. Pour moi, il n'y a plus aucune différence entre YouTube et la télévision. Alors nul doute que quand on regarde la page tendance, non, ne va pas là-bas, on peut s'inquiéter de la qualité du contenu qui est proposé sur la plateforme, quoique ça reste un exercice relativement subjectif. Mais bon, ça peut quand même exercer ton sens critique, on va dire, si tu vas là-bas. Je me demande quand même, est-ce que c'est au contenu de la plateforme qu'il faut s'intéresser pour juger de la plateforme, ou c'est au médium, au contenant lui-même. Le Canadien Marshall McLuhan, lui, il nous dirait que c'est pas tant le contenu qu'il faut regarder, c'est le médium lui-même. C'est la thèse qu'il explique dans The Medium is the Message, paru dans les années 60 à l'heure où la télévision faisait son apparition en masse dans les foyers occidentaux. Il y explique que le contenu est finalement incident et que c'est plutôt le contenant, le médium lui-même, qui va avoir un impact en profondeur sur la société. C'est pour ça que je veux m'intéresser au médium lui-même. 2/3 du contenu sur YouTube serait généré par les utilisateurs. Un pot pourri de professionnels, de semi-pros, d'amateurs au sujet, production, motivation très hétérogène. Il serait dur de mettre tout le monde dans le même sac et d'analyser tout ça. Moi-même, je crée sur YouTube, mais je sais pas vraiment quelle étiquette me coller. Et je crois que ça fait partie de la culture de la plateforme. En tout cas, de l'idée qu'on s'en fait. D'habitude, quand je travaille sur une vidéo, j'ai toujours une idée où je t'embarque dans un univers, je te transpose quelque part. Et là, je sais pas. J'ai pas eu ce petit déclic encore, j'ai pas eu l'idée. Peut-être que l'idée, c'est de te transposer avec moi dans les coulisses. Cette nuit, je me suis réveillée en pensant à des trucs. Je vais essayer de les réinjecter dans la vidéo du coup ce matin. Pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Je vais allumer la lampe. Il y a une tentation de comparer YouTube à ce qu'on connaît déjà, à savoir la télévision. Moi, je suis une enfant de la télé. J'ai passé une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence devant la télé, mais en arrivant à l'âge adulte, de plus en plus, je m'en suis détachée. J'ai voulu changer de paradigme et arrêter de regarder les choses par défaut, mais plus par choix. Et aujourd'hui, je regarde plus la télé en fait. Ce que je vais chercher sur YouTube, c'est des trucs que je trouverais pas sur la télé en fait. Vraiment pas. J'ai l'impression, en tout cas je dis bien l'impression, que YouTube, c'est pas la télé. Bien sûr, mon impression est mon impression, on peut pas faire de généralisation à partir de ça. C'est en lisant le livre de Vincent Manilev, YouTube derrière les écrans, que je me suis rendu compte de ça en fait. Son YouTube n'est pas mon YouTube. Mon YouTube n'est certainement pas ton YouTube. Et ça tient à une spécificité du médium. À la télé, on est exposé à la même grille, au même sujet. Sur YouTube, on est exposé à des sujets sur mesure. C'est grâce à la boîte noire, la spécificité de YouTube, le cœur du réacteur, l'algorithme. Plus de 500 heures de nouvelles vidéos sont postées chaque minute sur YouTube. Faut faire le tri dans tout ça pour te proposer juste une poignée de vidéos sur ta page d'accueil. En collectant des données personnelles, l'algorithme va être capable de prédire ce que pourraient aimer les humains. On peut s'interroger sur la logique de la poule et de l'œuf, dans quelle mesure les usagers définissent les usages ou les usages définissent les usagers, ça c'est assez intéressant. L'autre chose qui m'interroge, c'est que parfois, je me dis en fait que l'algorithme il a ses failles et qu'il n'a pas vraiment réussi à me comprendre, il n'a pas réussi à comprendre que j'aimais des choses diverses en fait. Et je vois aussi que ma page peut s'homogénéiser et parfois j'ai l'impression d'avoir une caricature en fait de moi-même et de mes goûts et c'est assez flippant je trouve. J'ai rarement l'occasion d'avoir vraiment un sentiment de découverte en regardant ma page d'accueil et souvent les nouvelles vidéos qui me sont proposées c'est des vidéos qui ont déjà fait des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de vues. Je suis même parfois surprise de voir que je peux apparaître sur vos pages d'accueil en fait. J'ai souvent cette sensation de rien de nouveau sous le soleil. Je pense que ça tient à la structure de réseau social de YouTube. Quand on se branche sur YouTube, on s'attend à avoir du nouveau en fait. Donc il y a une exacerbation aussi de nos attentes. Au siècle dernier, le docteur Skinner, un psychologue américain, a placé des pigeons ou des rats dans des boîtes
qui devait activer un disque ou un levier pour se voir distribuer de la nourriture. Une distribution aléatoire de la nourriture avait un effet sur le comportement des animaux qui se mettaient à activer frénétiquement le distributeur. Certains font aujourd'hui l'hypothèse que le gaming et les réseaux sociaux ont été modelés sur ce schéma psychologique. Quand tu rafraîchis ta page d'accueil, que tu relances le dé, tu serais comme un animal dans ta boîte de Skinner, addict à ton distributeur. Le fait que le contenu soit émis par des individus comme toi ou moi, ça a sans doute un effet sur notre rapport à la plateforme. Le fait qu'on puisse interagir avec le contenu, et je vais pas simplement dire en postant des commentaires, mais aussi physiquement, avec le survol de la souris ou sur notre portable, ça a sans doute un effet aussi. Avec YouTube, en fait, on a une nouvelle forme de zapping sans la télécommande, où parfois, en fait, tu vas atterrir sur ton écran d'accueil, voir quelques vidéos, et si tu en repars et que tu en reviens, en fait, la configuration aura changé. En ce moment, je fais une expérience de regarder plus de longs métrages, et je vois que je suis pas pareil quand je regarde un long métrage par rapport à une vidéo YouTube. Quand je regarde une vidéo YouTube, je veux être efficace. Il m'arrive dans certaines occasions d'avoir un sentiment d'intranquillité, et je le ressens pas quand je regarde un long métrage où il peut y avoir des scènes de 20 secondes, et je sens que je vais me détendre, parce que je rentre dans une temporalité qui va être différente. Ça, c'est hyper propre à YouTube. Vous-même, parfois, vous me dites « J'en ai marre des créateurs de contenu qui font des cut, et qui va être super dynamique. » Ça me fait rire en général quand vous me laissez ce genre de commentaires. D'autant que moi, j'ai aussi cette problématique quand je monte de mettre une certaine énergie, mais que ça soit pas trop lent. C'est hyper dur en fait de savoir où placer le curseur, et je trouve que sans doute les créateurs et les créatrices de contenu aussi façonne un peu cette temporalité. La caractéristique de YouTube, c'est que c'est un hybride entre la télé, le réseau social, la plateforme de streaming, le moteur de recherche. Par rapport à la télé, le médium a changé. Le mode de transmission a changé, les émetteurs ont changé, les formats aussi. Mais le truc que YouTube partage vraiment avec la télé, là, il n'y a pas de doute, c'est le même modèle économique basé sur la publicité et ton attention. Un livre qui est très intéressant à lire pour réfléchir à l'impact d'un modèle économique sur un médium, c'est Sur la télévision de Pierre Bourdieu. Et je pense qu'à bien des égards, il peut nous faire réfléchir sur le modèle économique de YouTube et le fait que pour accéder en tant que créateur au système de monétisation sur YouTube par la publicité, il faut en fait que tu aies une audience qui soit grosse en fait. Et du coup, il faut que tu traites des sujets à forte audience. Dans Sur la télévision, Pierre Bourdieu explique comment la télévision, qui est tournée vers ce modèle du commercial, de l'audience, de la publicité, va aller en fait vers un contenu qui est très homogénéisé, qui est très en superficialité, et que les journalistes vont finalement finir par dire ce que les gens attendent, ou en tout cas ce qu'ils croient que les gens attendent qu'ils disent. Bref, c'est hyper compliqué de résumer ce livre, mais si c'est le genre de problématique qui peut t'intéresser, je t'invite vraiment à le lire. D'autant qu'il est court. Les créateurs de contenu sur YouTube, c'est vraiment un nouveau métier. Je pense qu'il y a des facettes vraiment très très différentes et des façons aussi d'affirmer sa position éditoriale de manière très très différente. YouTube est une plateforme qui fonctionne grâce à la publicité. Nous, les producteurs de contenu, on fait du contenu qui amène de la publicité. YouTube gagne de l'argent, donnez-moi mon argent. Il n'y a pas de raison. Et c'est pas parce que je suis à fond sur l'argent, c'est parce que j'ai travaillé, je le mérite. Pourquoi ? Tout ça parce que j'aborde des sujets qui ne plaisent pas aux annonceurs. Et alors mon problème avec ces sujets, c'est que les sujets qui ne plaisent pas aux annonceurs, ce sont toujours les mêmes et ce sont toujours des sujets qui sont ultra machistes. Pourquoi les youtubeurs ne créent pas leurs produits sur mesure adaptés à leur audience et à leur message? Quand on compte sur la pub ou sur les sponsors, c'est qu'en fait notre client finalement, c'est les publicitaires, c'est les sponsors, c'est les entreprises. Et je veux dire, c'est pas elles à qui on délivre la valeur directement. Nous, notre valeur, en fait, elle est délivrée à notre audience. Et là, en faisant ça, en fait, on essaye d'apporter de la valeur à des entreprises qui voient la valeur dans notre audience que par le nombre de gens que ça touche, mais en fait, ils connaissent pas notre audience. Et c'est pas les gens les plus pertinents qui vendent des trucs, en fait, parce que sinon, on est juste un panneau publicitaire. Pour eux, on peut que être ça, parce que on est rien. En tant que youtubeur, on leur apporte rien dans leur vie à ces entreprises, en fait, à part être un espace de pub.
Ce sera intéressant de voir à l'avenir comment les créateurs et créatrices de contenu affirmeront leur indépendance éditoriale, leur autonomie, leur liberté d'expression, parce que je suis convaincue que c'est aussi ça en fait qui permettra de défendre, de vraiment soutenir la qualité du contenu et la diversité du contenu qui est proposé sur la plateforme. Oh, j'ai pas mal de je vais peut-être faire pas mal de montage pour cette vidéo. Faut que je m'accroche. J'ai vu récemment une vidéo, une semaine réaliste dans la vie d'une youtubeuse. C'est une américaine qui a fait ça. Tu la vois pleurer, vivre des moments difficiles pendant toute sa vidéo. C'est vraiment dramatique. Mes prises de tête sont un plaisir en fait. Ça fait partie du process. Ça fait partie du chemin. D'avoir des moments de galère, des moments de blocage, ça fait partie du jeu en fait. C'est aussi dans ma quête d'essayer de comprendre mieux toutes ces étapes et pour mieux les vivre. Va t'abonner à ma lettre créative, tu comprendras mieux. Je ne vous ai jamais donné la vraie raison, la raison numéro 1 qui m'a poussée à créer. Je ne vous ai jamais donné la vraie raison, la raison numéro 1 qui m'a poussée à créer ma chaîne YouTube. Il s'est passé 1 an entre l'idée et la création. J'avais plein de freins dans la tête. Et au bout d'un moment, j'ai eu un déclic. Le verrou a sauté. 90% de mes arguments étaient liés à une forme d'autocensure, à des constructions sociales que j'avais relayées en moi. La majorité des personnes que je lis, que j'écoute, que je regarde, dont je lis les noms dans la rue, sur les monuments, la majorité des personnes qui m'ont formée dans mes études supérieures, qui m'ont dirigée, qui me gouvernent, ce sont des hommes. Pourquoi eux n'ont pas ces freins en termes d'expression orale, d'affirmation ? J'ai eu envie de faire sauter ce verrou, et pas seulement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui me regarderaient. J'ai froid. Je n'ai pas de chauffage dans mon bureau et du coup j'ai froid. YouTube est un miroir déformant, déformé du monde, comme la télé. Je ne peux pas rentrer dans la télé, mais je peux entrer dans YouTube. Essayer d'élargir le miroir, de passer à travers, de le faire un peu plus scintiller, de rajouter une facette de la réalité. Peut-être que je me fie à un mirage, peut-être que je suis fascinée par une innovation, une belle histoire. Peut-être que je me fourvoie à suivre des aspirations. Peut-être que tu pourrais présumer que c'est une façon pour moi de me regarder dans mon miroir. On parle d'une ère du narcissisme exalté par les réseaux sociaux. Mais de un, c'est oublier l'hétérogénéité des motivations des créateurs et créatrices. Et de deux, si je dézoome sur la fresque du temps, cette révolution de l'expression individuelle, de la narration de soi, elle a commencé il y a déjà fort longtemps. Les réseaux sociaux lui donnent un écho, une manifestation différente, et pour la première fois dans l'humanité, une portée différente. Bourdieu disait de la télé que c'est un formidable instrument de maintien de l'ordre symbolique. Avec Internet, la logique pyramidale de l'émetteur et du récepteur s'est défragmentée. Le récepteur peut être l'émetteur peut être le récepteur. On a sans doute encore beaucoup de choses à comprendre sur ce que YouTube fait de nous. L'impact du médium sur notre vie, nos relations avec les autres, notre rapport au temps, notre façon de nous exprimer, de créer, de construire la réalité. Mais on a encore plein de choses à comprendre et à démêler sur cette révolution de l'expression, sur son envergure, sa représentativité, sa pérennité, son visage futur et sur ce que, aujourd'hui, nous faisons de YouTube.